Contre de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 par année? La rencontre, Barry Gosselin. Avec Francis Gosselin, notre économiste, on va parler de Meta, de Google et du CRTC. Mais juste avant, je veux savoir, est-ce que tu respectes le mandat des amis? Parce que moi, je l'ai fait. On m'a même demandé de faire une publication pour un événement que je vais animer. Puis j'ai dit non, pas mercredi ni jeudi parce que je veux rien mettre sur Facebook et sur Instagram. Est-ce que tu l'as fait aussi? Je n'ai pas rien mis pour deux raisons. J'ai comme vaguement conscience qu'il y a cette tentative de boycott que je soutiens abstraitement, mais je suis surtout en vacances. Ah! Ben en même temps, il y a des gens qu'on voit beaucoup en vacances. Ouais, puis en fait, je t'avoue que j'ai pas pu résister à quelques likes par-ci par-là, mais je n'ai pas alimenté la bête autrement là, avec des contenus originaux, comme on peut le dire. Là. Ben, je te remercie de pas mettre de photos de tes vacances. Non, mais des fois, c'est trop. Moi, je vais t'en envoyer en privé, Jean-François Barry. Je vais le dire aux gens, la photo de vos jambes puis de vos orteils assis sur une chaise longue devant le sable et l'océan, honnêtement, je veux pas l'avoir. Tes orteils bronzés devant l'océan, arrêtez de mettre ça sur les médias sociaux. J'aime pas ça. Bref, il fait très beau à Bécomo. Je te salue de la Côte-Nord, Jean-François Barry. Il fait aussi très soleil. Donc, le CRTC, comme tu l'as si bien mentionné, pour revenir petit hiatus vers des choses plus sérieuses, le CRTC débute ses consultations, dans le fond, concernant l'éventuelle application de la loi C-18. Comme tu le sais, là, bon, je ne vais pas refaire tout le téléroman, là, mais bon, Facebook et Google, on aimerait bien qu'ils payent les médias canadiens pour les contenus vers lesquels qu'ils utilisent là, pour vendre de la publicité, mais ultimement vers lesquels ils réfèrent des lecteurs. Ça a amené donc Meta à prendre cette décision un peu abrupte ces derniers temps. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que là, même si tout ça débouche, même si Facebook et Google éventuellement acceptaient de payer, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, les médias ne verront pas $1 de tout ça avant au mieux 2025. Là, donc, c'est vraiment pas une mesure qui va avoir un impact à court terme. Et ce qui est, pour moi, comme économiste, je te dirais, Jean-François, ce qui se passe en ce moment fait très mal aux médias et l'éventuelle rétribution qui est un peu élusive, là, qu'on va recevoir de l'argent de Facebook et Google, elle est très lointaine. Et la crise des médias, elle est pas très lointaine. Elle était actuelle il y a 6 mois. Elle est accentuée actuellement par le ban qui a été décrété par Meta. Et donc, je trouve ça un petit peu particulier qu'il n'y ait pas comme urgence en la demeure là, du côté du CRTC puis du ministère du Patrimoine canadien de dire, guys, on n'a pas 18 mois. il y a plusieurs institutions médiatiques qui ne survivront pas aussi longtemps si on ne trouve pas une solution plus rapide. Puis ça passe notamment par de l'argent. Donc, c'est un petit peu surprenant d'apprendre ça aujourd'hui. Ouais, on aurait aimé un autre message, de dire on va venir en aide, on va appuyer, ne serait-ce que, excuse-moi, on se penche présentement sur des façons d'aider, alors que là, on a l'impression que ils vont pas dormir, mais jusqu'en 2025, ils vont laisser aller le problème. Exactement. Puis tu sais, ce qu'on vit actuellement, c'est un peu perdant-perdant, là, c'est-à-dire que et on a perdu quand même, chez plusieurs médias québécois, canadiens, beaucoup de trafic et on n'a pas d'argent, tu sais, fait qu'on perd des deux côtés de la bouche, là, si tu veux, parce que dans le fond, le trafic sur les sites des médias, c'est ce qui génère du revenu publicitaire. Donc, si tu coupes de 5, 10, 15, 20, 30% les clics, les gens qui lisent tes nouvelles, ben tu perds d'autant de l'intérêt là, des publicitaires et donc tu fais moins de revenus. Donc, en ce moment, on n'a ni les lecteurs, ni le revenu de ces lecteurs. Donc là, c'est vraiment une situation qui est un peu catastrophique qui est en train de se dessiner. Je suis très surpris, en fait. Là. Puis tu sais, je voyais aujourd'hui la nouvelle ministre du Patrimoine qui ouvrait l'ambassade du Canada en Israël. Là, très bien. mais personnellement, je trouve qu'on vit comme une situation de crise. Tu sais. Il me semble que ça devrait être l'obsession de ces ministres et de ces bureaucrates actuellement que de régler cette crise-là et pas de vaquer là, à des beaux voyages là, au Proche-Orient, en tout cas entre nous. Mais bon, après, chacun ses vacances. Ça peut-être qu'il est sur le dossier même là-bas maintenant avec les téléphones, les courriels. Sans nul doute. Nul doute. Il faut être croyant, Francis. Écoute, parle-moi maintenant de l'indexation systématique des salaires à la CSN et chez Fonds Action. Dans le fond, plus l'inflation monte, plus leurs salaires sont indexés.
Oui, exactement. Puis moi, tu sais, je le dis souvent, là, peut-être je l'ai jamais dit à toi, Jean-François, mais moi, je soutiendrais ultimement que tous les salaires suivent cette courbe-là. Il y a un article de Sylvain Larocque dans le Journal de Montréal là, qui est paru ce matin qui montre, en fait, là, que les employés de la CSN, puis ces fonds d'action, dans le fond, qui est le fonds d'investissement de la CSN, on a eu Geneviève Morin, d'ailleurs, plus tôt là, cet été, là, qui est passé au micro de Cube. Et donc, ils ont, eux, cette politique qui donne soit une bonification ou un ajustement salarial équivalent à l'indice des prix à la consommation à chaque année. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, Jean-François? C'est que, comme travailleur, année après année, tu ne t'appauvris pas, ce qui est quand même un peu, pour moi, la base. Là, tu comprends? Tu travailles fort, que tu sois dans n'importe quel domaine. Année après année, tu devrais pas t'appauvrir. Tu devrais peut-être au mieux ne pas avoir plus de... Au mieux stagner, tu sais, c'est une période difficile, je sais pas, ralentissement économique, il y a de l'inflation, etc. Mais de voir, tu sais, puis j'ai toujours trouvé ça un petit peu étrange, tu sais, quand on renégocie des conventions collectives, par exemple, tu sais, on en a parlé des professeurs plus tôt cette semaine ou des infirmières, tu sais, ces corps de métier là qui ont des milliers ou des dizaines de milliers d'employés, que on n'indexe pas, donc année après année, ils s'appauvrissent, puis là, à toutes les décennies, là, le monde se fâche, on fait des grèves, puis là, on rehausse de 10-15%. Je trouve que c'est une façon un petit peu immature, si tu veux, économiquement de procéder. Il me semble qu'on serait tous gagnants si année après année après année, le salaire ne faisait que suivre l'IPC. Par contre, mais l'enjeu avec... Là, Francis, ouais. si on fait ça, ça aura pas de fin, l'inflation. Je veux dire, peu importe le corps de métier. Là. Mettons quelqu'un qui travaille dans un abattoir, OK? Là, on fait comme, parfait, on va t'indexer au coût de la vie. Fait que là, on l'indexe au coût de la vie. Mais la compagnie, elle, pour être capable de payer ses employés, va monter le prix de son poulet, par exemple. Et là, si elle monte le prix du poulet, ben là, l'employé va dire, mais là, il faut que tu m'indexes parce que finalement, ça coûte plus cher. Puis là, ça va être une roue sans fin, non? Est-ce que tu as lu là-dessus, Jean-François? Parce que tu résumes parfaitement bien un grand débat entre les économistes là, se faisant. Là, c'est comme c'est quelque chose. J'ai jamais lu là-dessus, c'est juste ma petite réflexion. Non, mais c'est brillant. Je te dirais, la réponse simple, en quelques mots, c'est que le travail, c'est dans beaucoup d'industries, une petite partie de la valeur ajoutée sur les intrants. Fait que je sais pas, si tu fabriques des avions, par exemple, la main-d'œuvre versus le métal, le savoir-faire, la propriété intellectuelle, l'usine elle-même, etc. Donc, oui, ça va ça va mettre une pression sur une petite partie des coûts des entreprises, mais à moins de vendre que des humains, ce n'est pas le cas. Et donc, encore une fois, c'est sûr que ça a tendance à faire en sorte que le ralentissement de l'inflation est plus lent, mais ça a surtout comme impact de ne pas appauvrir les gens. Puis je pense que sciemment, certains gouvernements et certains employeurs profitent de l'incompréhension qu'on a des mécanismes de l'IPC puis de l'inflation pour justement ajuster les prix plus rapidement que les salaires, on va dire ça comme ça. Et donc, pendant ces périodes inflationnistes-là, souvent, au contraire, générer plus de profits que moins. Ils vont s'en et donc, servir, c'est souvent les employeurs qui gagnent à ne pas indexer les salaires. Donc, encore une fois, un long débat qu'on pourrait faire là, dans un podcast de plusieurs heures, si tu veux, Jean-François. Mais je vais quand même lever mon chapeau. Je sais que ça peut paraître injuste pour certaines personnes qui n'ont pas la chance de travailler pour ces organismes-là, comme la CSN, comme Fonds d'action. Mais moi, comme je te dis, comme économiste, comme quelqu'un qui suit ces mécanismes-là de l'inflation depuis longtemps, je pense que c'est la mesure qu'il faudrait mettre en place pour le plus grand nombre de métiers possibles. En tout cas, dans le showbiz, ils peuvent l'amener s'ils veulent. Ça va me faire grand plaisir, mais c'est pas la tendance actuelle. On va dire ça. Non. On va dire ça comme ça. Et là, je me demande même si je vais pouvoir continuer de rouler sur les autoroutes parce que ça va coûter cher l'essence tantôt, là. Ça va coûter cher parce qu'évidemment, le gouvernement Trudeau a adopté le 1er juillet dernier, là, c'est l'entrée en vigueur d'une nouvelle taxe carbone. Hein, comme on le sait, l'idée, là, c'est encore une fois, c'est une belle notion d'économie. Là. L'idée, c'est de taxer le carbone. Pourquoi? Parce que le carbone a cet impact négatif sur l'atmosphère, sur le réchauffement climatique, donc sur nos vies. Et on appelle ça en économie une externalité, c'est-à-dire que c'est pas intégré dans le prix du pétrole. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une taxe pour s'assurer qu'on paye, entre guillemets, le juste prix. Cette taxe-là, c'est assez difficile à calculer parce que ça dépend de plein de choses. Mais grosso modo, ça va se traduire par une augmentation d'à peu près 3 cents le litre par année jusqu'en 2030. Fait que ça pourrait vouloir dire qu'en 2030, on va payer le litre d'essence à peu près 18 cents ou 17 cents de plus qu'aujourd'hui par litre. C'est quand même une bonne différence. Ceci dit, Jean-François Barry... En même temps, on s'attendait un peu à ça.
Je veux dire, si tu me dis en 2030, le litre d'essence va coûter combien? Si je me fie au passé, quand moi j'ai commencé à conduire à 16 ans, que j'étais inquiet à 50 cents le litre. 60. On n'a pas le même âge. Moi, c'était 75, 80 cents. OK, moi, c'était 61, 64 sous le litre à peu près. Là. Mais tout ça pour dire, c'est assez, selon ce qui se passe à l'échelle internationale, mais vraisemblable que donc on se retrouverait avec un litre autour de 2 le litre, un peu à perpétuité, là, selon les fluctuations sur les marchés. En même temps, Jean-François, je vais te le rappeler, deux choses. La première, il y a des autos électriques qui sont disponibles aujourd'hui. De plus en plus, les délais s'atténuent. On vit dans la place sur la planète Terre où tout le monde devrait avoir une auto électrique. Moi, je comprends toujours pas qu'on n'ait pas tous fait ce virage-là. À 7 à 9 cents le kilowattheure, je veux dire, le différentiel est tellement grand que c'est super avantageux. Et il y a aussi une loi fédérale, celle-là, on va voir si elle tient un éventuel changement de gouvernement, mais qui mandate tous les vendeurs, tous les concessionnaires, tous les fabricants, à ce que tous les véhicules vendus au Québec, au Canada, d'ici 2035 soient électriques. Donc oui, l'essence sera pas mal plus cher, mais on espère que rendu en 2030, dans 7 ans, il y aura peut-être 50-60% de la population qui aurait fait le saut. Et donc, ça impactera ceux et celles qui continueront, entre guillemets, à résister, si tu veux. Puis pour ceux et celles qui sont obligés, les camionneurs, etc., je pense que c'est pas de sitôt qu'on va voir là, des 18 roues électriques là, qui sont capables de faire des milliers de kilomètres. Mais ce que je devine entre nous, Jean-François, c'est que ces gens-là vont avoir probablement des mesures d'atténuation là, éventuellement pour s'assurer que ce métier-là qui est crucial à notre économie, le camionnage, ne soit pas indûment impacté par cette nouvelle taxe. Oui. En même temps, moi, les véhicules électriques, on veut bien faire le virage, mais il faudrait en amener. Hein? Présentement, il y en a pas. Ben, ça s'en vient. Essaie d'en trouver un, tu vas voir que c'est dur en tabarouette. Puis ceux qu'on nous propose, t'es mieux d'avoir un bon budget présentement parce qu'il y en a. Il y en a, mais il faut payer 75 000. Fait que c'est pas tout le monde mais ça s'en vient. Puis, les délais sont de moins en moins longs. Puis on voit, si tu prends la moyenne des véhicules électriques disponibles, tu as absolument raison, ça reste cher. Mais il y a quelques années, il y a 7-8 ans, la moyenne c'était 90 000. Là, aujourd'hui, on peut en trouver en moyenne à 60 000. Puis je te parie que d'ici 3-4 ans, on va en trouver à des prix impossibles à battre parce qu'il faut pas juste que tu calcules le prix d'achat, mais aussi ensuite le coût d'opération. Moi, j'ai fait le petit calcul tantôt, là, je suis à Bécomo, j'ai fait 680 km et ça m'a coûté 18 là, venir ici. Là, fait que, qui dit mieux? Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Mais moi, d'un autre côté, je vais te dire, on veut en changer une de nos 2 voitures électriques, puis on est sur des listes dans différents concessionnaires. Fait que je veux bien qu'on fasse le changement, mais aidez-nous un petit peu à quelque part. Francis? S'il y a des concessionnaires qui nous écoutent, appelez Jean-François Barry, il peut être un bon représentant. Je te verrais bien faire des petites pubs, Jean-François Barry. Là. Je suis déjà porte-parole de Boucherville Mitsubishi, fait que je vais me contenter. Chut, j'ai rien dit. Je vais me contenter de celle-là. Salut, Francis. Salut. Bye.